Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier l'équipe technique notamment, avec qui j'ai pu discuter très rapidement, et également toutes les personnes qui ont organisé les 3 jours de présentation. Donc, les médias numériques qu'on touche, c'est le titre, effet des écrans tactiles et des serious games sur les apprentissages et les comportements. Ce sont des études qui ont été faites, je donnerai quelques exemples, mais également une étude faite avec l'université d'Aix-Marseille, avec des résultats qui peuvent être intéressants. Je regarde juste le problème technique peut-être. Depuis 15 ans, on a une explosion des médias interactifs. Je suis certain que tous, vous avez un téléphone portable, tactile, vous avez été en contact avec un ordinateur, peut-être même certains d'entre vous sont en des objets connectés, on peut penser notamment aux montres, ou encore à bien d'autres dispositifs interactifs. Et c'est vrai que ces médias interactifs ont permis un apprentissage par l'intermédiaire du tactile et la manipulation de la souris qui est relativement important. Il y a donc des buts quotidiens qui sont de communiquer. Ça peut être appeler un proche. Qui ici n'a jamais utilisé Skype, par exemple? Ça peut être travailler. On parle maintenant, il me semble, de télétravail. Ensuite, c'est également pour s'informer. Je suis certain, encore une fois, que, bien entendu, on est tous férus des journaux, mais qui n'a pas un téléphone portable et qui, aujourd'hui, n'a pas utilisé une application pour être informé, pour s'informer. Ensuite, c'est également jouer, que ce soit sur un téléphone portable, encore une fois, ou également sur un ordinateur. Et également acheter. Je suis certain que, encore une fois, certains d'entre vous doivent aller sur le Bon Coin, sur Rue du Commerce, sur la Fnac ou sur Amazon pour acheter des livres, pour faire des cadeaux de Noël. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, tout ça, tous ces actes tactiles ou par l'intermédiaire d'une souris qu'on fait via un ordinateur ou via un écran, c'est ce qu'on appelle des actes tactilo-kinesthésiques. Alors, ces gestes et l'acte de toucher, ils ont un effet sur nous, sur nos pensées et sur nos comportements, c'est-à-dire un effet sur nous dans l'interaction, sur nos pensées, sur les représentations qu'on peut se faire du monde, on y viendra un peu plus tard, et sur nos comportements. Et cela permet notamment, par l'intermédiaire de Serious Game, on y viendra tout à l'heure, d'avoir une meilleure mémorisation et également un meilleur apprentissage. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc, pour vous montrer la meilleure mémorisation, les meilleurs apprentissages, on va voir 2 sujets. Tout d'abord, les Serious Games, et ensuite, la publicité sur le lieu de vente. Donc tout d'abord, les Serious Games. Alors, un Serious Game, c'est quoi? C'est vrai que ces 2 mots, ces 2 notions peuvent sembler, au premier abord, un petit peu contradictoires. Comment peut-on être sérieux quand on joue? Donc, c'est donc bien un jeu vidéo qui a un objectif sérieux. Les objectifs des Serious Games sont divers. Ils peuvent être éducatifs, il peut y avoir également une notion d'apprentissage, mais également de la communication persuasive, c'est-à-dire véhiculer un message persuasif, autre que de la publicité, par exemple. Alors, dans l'éducation, il y en a un grand nombre. Je pense notamment à un qu'on trouve sur Internet qui est pour les enfants, qui s'appelle Division Zombie. C'est-à-dire que les enfants vont apprendre les tables de multiplication en détruisant des zombies par Internet. Donc de manière très très ludique. Alors, les Serious Games, ils sont quoi? Ils sont destinés à un large public. Et le but principal, c'est de résoudre des problèmes, donc comme on le disait, ludiques, dans un environnement réel. L'objectif étant, si je résous un problème dans un environnement virtuel,
alors peut-être je pourrais l'appliquer dans la vie quotidienne. Et le but, c'est donc, au final, vous l'aurez compris, de provoquer des changements de comportement. Ce que j'ai appliqué dans la vie virtuelle, dans mon jeu en l'occurrence, est-ce que je peux l'appliquer plus tard dans mon quotidien? Alors, tout ça, ça va donc provoquer des changements cognitifs, affectifs, mais également, pourquoi pas, modifier nos comportements. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fonctionne? Et si oui, bien entendu, comment? Donc, au niveau des modèles d'influence sur les serious games, on va dire qu'il y en a 4. Tout d'abord, c'est l'apprentissage par le jeu, avec notamment le principe d'essai-erreur. Alors, on est dans un environnement virtuel. Je pense notamment à un jeu sur la sécurité routière, où les personnes doivent faire la liaison entre Lille et Marseille. Et il y a toute une notion de sécurité routière. Donc ensuite, la personne, soit elle fait des fautes de conduite dans le jeu, et à ce moment-là, elle est sanctionnée, soit tout se passe bien, à ce moment-là, elle monte de niveau. Il y a un autre exemple, c'est sur la bonne alimentation, un jeu sur Internet qui s'appelle Mange pas tout, qui a pour but de sensibiliser à l'alimentation les 18-35 ans. Et donc, ils vont devoir faire de manière quotidienne, jouer, faire des menus équilibrés. S'ils font des erreurs, le lendemain, ils ont un débriefing, si je puis dire, de ce qu'ils ont fait. Et ensuite, ça leur permet d'appliquer ces comportements qu'ils ont fait dans le virtuel, dans le réel. C'est donc le principe d'essai-erreur. Bien entendu, il y a une adaptation individuelle en fonction du niveau, en fonction de l'âge, pour que ce soit vraiment ciblé à la personne. Et cette adaptation individuelle, on pourrait également parler de personnalisation du serious game. Ensuite, il y a également l'apprentissage par des personnages virtuels ou des rôles. Donc, deux possibilités. Soit la personne apprend par l'intermédiaire d'un personnage virtuel et va reproduire ses actes, soit alors, elle va jouer elle-même le rôle, elle va avoir, si je puis dire, un avatar, et elle va le faire évoluer dans le jeu virtuel, pour ensuite appliquer encore une fois ses comportements dans le réel. Il y a notamment pour les enfants diabétiques une application Internet qui existe où ils jouent leur propre rôle et c'est pour des enfants, hein, et donc au niveau des piqûres, s'ils les font au bon moment, si le dosage est correct, et ça leur permet d'assimiler par le virtuel ce qu'ils doivent faire pour après l'appliquer de manière concrète dans le réel. Ensuite, un autre élément du serious game, c'est la distraction et le flow. Le flow, c'est quoi? C'est l'immersion totale dans une tâche qui va amener une grande distraction. Donc, l'engagement est tel dans une tâche que par la suite, les individus voudraient reproduire, ils ont tellement eu un état, si je puis dire, d'excitation à réaliser cette tâche dans le virtuel, qu'ils peuvent ensuite le reproduire dans le réel. Et enfin, un dernier modèle, celui que nous proposons, c'est donc que les serious games aident à apprendre, à mémoriser des informations, à changer nos pensées par les gestes sur l'écran, via l'intermédiaire d'une souris, ou alors par le toucher. Donc, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que les serious games peuvent réellement changer nos comportements? Donc pour ça, une expérimentation a été mise en place dans le sud de la France, avec la conception de différentes versions d'un serious game insérées dans un site internet, incitant les clients d'une grande enseigne de bricolage à changer leurs ampoules par des ampoules à économie d'énergie. C'est donc 388 sujets qui ont été testés avec 4 versions légèrement différentes d'un même jeu. C'est-à-dire qu'on modifiait à l'intérieur différents éléments. Donc vous voyez, hein, la personne, quand elle rentrait dans le magasin, était soumise au jeu ou pas. On verra ensuite les différentes conditions. Et par l'intermédiaire d'un environnement virtuel, avait la possibilité de dire, voilà, c'est cette ampoule que je dois changer pour réaliser les meilleures économies d'énergie. Le but, donc, comme on l'a dit, c'était donc de trouver
dans l'appartement, dans la pièce, quelles étaient les ampoules pour faire les meilleures économies. Donc, on avait des conditions, c'est-à-dire que le client entrait dans le magasin. Dans la première condition, il jouait à l'une des versions du jeu, c'est-à-dire qu'il prenait la souris et il devait choisir quelle ampoule changer. Ensuite, l'autre condition, il regardait cette fois le jeu, mais sans y jouer, sans participer, il participait seulement de manière visuelle. Et ensuite, dans une autre condition, il rentrait dans le magasin, il n'y avait rien du tout, il y avait juste un questionnaire. C'était donc la condition contrôle. On mesurait quoi? On mesurait l'expérimentateur, ensuite suivait les différentes personnes de manière discrète et voyait si cette personne achetait ou pas une ampoule. Et ensuite, préalablement, il prenait le contact avec cette personne, il la rappelait quelques semaines après, il demandait s'ils avaient acheté l'ampoule et surtout s'ils avaient effectivement changé l'ampoule chez eux. Alors, les résultats obtenus montrent que l'interaction avec les serious games, que les personnes ont acheté et changé 10 fois plus d'ampoules à économie d'énergie que les personnes non exposées, c'est-à-dire les personnes qui ont joué au jeu ont acheté et changé 10 fois plus d'ampoules que celles ayant simplement répondu à un questionnaire. Ensuite, les personnes ont acheté et changé 2 fois plus d'ampoules que celles ayant seulement regardé, c'est-à-dire qui ont vraiment participé. Et enfin, on peut donc dire que jouer a une influence, donc quand on joue dans un environnement virtuel, ça a donc là réellement une influence dans le comportement réel, puisque les personnes sont allées acheter l'ampoule, ont pris peut-être plus conscience de l'intérêt des économies d'énergie, et ensuite ont effectué ce propre changement d'ampoule chez eux. Ensuite, également, jouer donne des avis plus positifs que seulement regarder, que quand on est juste spectateur. Quand on est en action, l'effet est beaucoup plus important. Et enfin, on a de meilleurs résultats quand le joueur s'engage. C'est-à-dire que dans une des versions du jeu, à la fin, il y avait une information, une case à cocher, par exemple, où la personne s'engageait. Elle disait « je m'engage à changer chez moi ou à acheter des ampoules ». Donc la notion d'engagement est très importante. Donc les actes kinesthésiques, que ce soit donc toucher un écran ou via une souris, montrent qu'elles engagent un individu. Et ensuite, ça accroît les comportements effectués en virtuel dans la vie réelle. Comme on l'a vu, quand je joue dans le virtuel, je vais appliquer plus tard ces changements dans la vie réelle. Le deuxième exemple, c'est la publicité sur lieu de vente. Alors, pour ça, vous verrez plus tard l'expérimentation, c'est toucher une ampoule, toucher une tablette tactile, ça peut représenter un acte peu coûteux. C'est pas grand-chose, toucher un écran tactile en magasin. Le contenu de la tablette, quand on est dans un magasin, peut donc être le support d'un message persuasif, et tout ça visant à engager un individu, un client, pour acheter plus tard un produit. On a donc la communication engageante qui est liée à l'interactivité. On pourra revenir sur la communication engageante plus tard, mais pour faire court, c'est la grosse différence qu'il peut y avoir entre communication persuasive et communication engageante. Je suis certain d'entre vous que vous avez tous des messages vous avez tous entendu des messages de communication persuasive qui vivent à changer les représentations qu'on se fait, nos pensées, mais pas forcément nos comportements. Parmi vous, qui est certain qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour? Tout le monde. Par contre, qui le fait effectivement? Qui est conscient, bravo, qui est conscient qu'il faut faire du sport pour avoir une bonne santé? Pas tout le monde le fait. Qui est également conscient qu'il faut donner son sang? Pas tout le monde le fait aussi. Pourtant, on en est persuadé, mais nos comportements ne changent pas. La communication engageante passe par la réalisation d'un acte peu coûteux pour ensuite avoir un acte un peu plus important, qui ici passe par toucher un écran, pourrait représenter l'acte peu coûteux. Donc, la publicité sur lieu de vente, on avait 4 conditions contrôle avec un présentoir en magasin. Dans la condition 1, on avait un présentoir simple, sans rien dessus.
On avait un second présentoir, il y avait un film qui tourne en boucle. La troisième condition, on avait ce présentoir, mais également un écran tactile. Et ensuite, une quatrième condition, le présentoir, l'écran tactile et casser l'objet. Et quelle est la différence qu'on remarque entre ces quatre conditions? C'est que, notamment, l'engagement est de plus en plus important. Quand je passe dans une allée de magasin et que je regarde un présentoir, je ne suis pas trop engagé. Quand je regarde un film, je le suis, mais je peux le faire de manière distraite. Par contre, quand je vais toucher un écran, je suis un peu plus engagé. Et quand en plus je vais toucher un écran et que j'essaye le produit, je suis encore plus engagé. Un exemple de condition 1, on est dans une jardinerie, vous voyez le présentoir classique sans rien dessus. Ensuite, la condition 2, avec la vidéo qui tourne en boucle. Donc, l'exemple de l'écran tactile qu'il y avait, ce sont des produits pour aquarium. On a différentes informations. Quand je clique par exemple dans tous les produits sur l'onglet en bas à gauche, je rentre dans une gamme qui peut s'appeler gamme eau de mer pour les poissons. Et ensuite, j'ai mon descriptif produit qui peut représenter le message persuasif. Alors, cette expérimentation a été faite sur 6 mois dans des jardineries du sud de la France avec une même typologie de magasin. Pourquoi c'est important de préciser qu'il y a une même typologie de magasin? Tout simplement parce que si on avait effectué des expérimentations, une dans le nord, une dans le sud, il y aurait eu des changements de météo possibles. Et ensuite, ces jardineries appartenant à un même groupe, il y avait donc le même référencement produit, le même agencement, c'est-à-dire le même merchandising dans le magasin, mais également la même politique de prix. Donc on a essayé au maximum de supprimer les variables aléatoires. Et on se rend compte quoi? Que quand il y a seulement un présentoir simple, comme on l'a vu dans la condition 1, il y a 11 produits de vendus. Au plus l'engagement est important pour arriver à la quatrième condition, c'est-à-dire avec l'écran tactile et toucher le produit, on passe à 61 produits. On passe en 6 mois de 11 ventes de produits à 61 produits quand on touche un écran, c'est-à-dire quand on s'engage et qu'ensuite on teste le produit. Pour avoir parlé avec certaines personnes, les personnes ont dit oui, vous savez, c'est comme quand on est en magasin, qu'on nous fait goûter du fromage ou du saucisson, on se sent tout de suite après obligé de l'acheter. Alors, l'interactivité, on peut dire que ça facilite les apprentissages et la modification du comportement, comme le serious game, c'est ce qu'on a vu. Ça permet toucher et tester le produit représenterait un acte préparatoire, peu engageant, qui ensuite, dans la vue d'obtenir plus tard un engagement un peu plus important, c'est-à-dire ici acheter le produit. L'interactivité peut également réveiller l'achat impulsif chez certaines personnes. Et l'interactivité représente une expérience particulière, car peu commune à l'heure actuelle, dans l'acte de consommation. Et donc, ça faciliterait l'achat. Et ensuite, l'écran tactile serait une forme, par l'intermédiaire de messages persuasifs, de la persuasion interactive. Alors, pour conclure, on peut dire que toucher un écran, ça change ce que l'on pense, ça peut changer les représentations qu'on se fait, ça peut changer notre manière de penser. Donc, bien entendu, à toucher un écran, soit avec le tactile, soit avec une souris, mais ça change également, suivant dans quelles conditions on le met en place, ça peut également changer nos comportements. Alors, bien entendu, ça donne un gros pouvoir de persuasion aux organisations, dans des buts qui peuvent être socialement valorisés. Je pense notamment à la prévention. Tout à l'heure, j'évoquais les serious games pour les jeunes enfants qui ont besoin d'aide pour le diabète. Ça peut également avoir un but noble sur l'économie d'énergie avec les ampoules, mais ça peut également avoir un but économique avec une entreprise qui souhaite multiplier ses ventes. Alors, l'augmentation constante du digital, avec la démocratisation des objets connectés, on parle aujourd'hui de puces RFID, certains trouvent peut-être, comme je disais en présentation, des montres connectées. Toute cette démocratisation des objets, on va y être de plus en plus confronté. On peut se demander si c'est pour le meilleur ou peut-être pour le pire.
Merci en tout cas pour votre attention. Alors, bonjour à tous. Avant de débuter cette présentation, je voudrais remercier l'INS-HEA et la Cité des Sciences de me donner l'opportunité de venir vous parler de l'approche multisensorielle pour apprendre à lire et à écrire. Donc, initialement, c'est un constat qui a été fait chez les praticiens, chez les enseignants, et la recherche s'est intéressée à valider cet effet et à comprendre pourquoi finalement cette approche favorisait les apprentissages. Alors, la lecture, c'est évidemment une compétence indispensable dans les apprentissages scolaires. J'ai besoin d'identifier les mots pour comprendre un récit ou pour comprendre un énoncé de mathématiques et y répondre, ou lire une carte de géographie, mais de manière plus large, c'est une compétence également qui est fortement impliquée dans la vie courante. Et c'est une question d'un enjeu sociétal que d'apprendre à lire, puisque 12 à 20% des enfants de 8 ans seraient considérés comme des très faibles lecteurs. Donc la question générale que l'on va se poser, c'est comment aider effectivement les enfants à apprendre à lire. Alors pour apprendre à lire, il faut comprendre et maîtriser le principe alphabétique. Alors tout d'abord, l'enfant doit prendre conscience que les mots écrits sont composés de lettres que l'on appelle graphèmes et qu'ils sont reliés à des sons que l'on nomme phonèmes et que finalement c'est une unité pertinente pour distinguer la langue parce qu'elle permet de différencier les mots entre eux. Alors pour acquérir cette maîtrise du principe alphabétique, l'enfant va devoir tout d'abord développer des représentations phonologiques, donc ciblées vraiment sur le son de la lettre. D'autre part, des représentations orthographiques, donc ciblées sur l'image visuelle de la lettre, et établir des connexions entre ces deux types de représentations. La nature de la conversion va déterminer finalement dans quelle activité l'enfant est. Si je pars de l'image visuelle de la lettre et pour aller chercher son son correspondant, je suis dans une situation de lecture et inversement donc pour l'écriture. Alors, lorsque je suis dans une situation de lecture de mots, avec ce type de principe, je vais réaliser une analyse séquentielle unité par unité, aller chercher l'information phonologique à chaque fois. Et donc, dans le cas de la lecture du mot lapin, je vais devoir fusionner les sons le A, P, 1 pour pouvoir décoder le mot. Alors, 2 compétences seraient nécessaires à l'établissement en fait, de ces connexions entre l'écrit et l'oral. En ce qui concerne le développement des représentations phonologiques, ce seraient les habiletés phonologiques qui seraient impliquées. Je définirai juste après. Dans le cas des représentations orthographiques, ce serait la connaissance des lettres qui également serait impliquée. Ce sont des compétences qui sont travaillées à l'école maternelle notamment, et elles sont identifiées comme explicatives des difficultés ultérieures en lecture. Je suis désolée, le diaporama a l'air d'être un peu coupé. Donc en d'autres termes, si l'enfant a des difficultés à la maternelle dans ses habiletés phonologiques et en connaissance des lettres, il a une forte probabilité d'être en grande difficulté dans l'apprentissage formel à partir du CP, donc en lecture, et sur les classes ultérieures. Donc de manière imagée, si les fondations de ma compétence ne sont pas solides, je vais avoir des difficultés à construire la compétence. Alors, que sont les habiletés phonologiques ? C'est un travail au niveau de l'écoute. Donc, dans ce type d'activité, l'enfant n'a pas d'information visuelle sous les yeux. Et ça consiste à être capable de manipuler de manière intentionnelle les sons de parole. Et en l'occurrence, c'est une unité qui nous intéresse en particulier, donc le phonème, puisque c'est lui qui est connecté ensuite au graphème. Alors une tâche classique qu'on peut proposer pour les habiletés
phonologique, donc détection d'intrus par exemple. Donc on présente ici à l'enfant 3 images, donc un cœur, une botte, bulle, et l'enfant doit déterminer le mot qui ne commence pas par le son cible. Sur le deuxième prédicteur, donc la connaissance des lettres, donc c'est la connaissance du nom et de la forme des lettres. Donc ce sont des épreuves visuelles qui peuvent être soit une tâche de dénomination, donc je présente la lettre et je demande à l'enfant de dire son nom, ou parmi un ensemble de lettres, je lui demande de reconnaître la lettre cible. Alors, étant donné que des compétences fondamentales ont été identifiées comme explicatives des difficultés ultérieures en lecture, forcément des aides ciblées sur le travail sur ces compétences ont été développées. Donc, 3 catégories d'aides en général. Les entraînements phonologiques, où on a une exploration qui est auditive de la lettre. Les entraînements phonologiques et à la connaissance des lettres, où là on est vraiment dans une approche classique de la lecture où on connecte l'écrit avec l'oral, donc l'audio avec le visuel. Et la 3e catégorie d'entraînement, les entraînements phonologiques et multisensoriels à la connaissance des lettres, où ici la forme est explorée avec une voix supplémentaire, en l'occurrence la kinesthésie. La suite de l'exposé va se centrer principalement sur cette dernière catégorie d'entraînement. Alors, dans l'ensemble, on peut différencier 2 types d'exploration kinesthésique. Alors, d'une part, l'exploration haptique, qui est un toucher actif de la forme de la lettre. Alors, ici, on voit bien que les enfants, ils touchent avec leurs doigts la lettre en mousse, donc il met le doigt dans le rail et il suit la forme de la lettre. D'autre part, les entraînements, les explorations graphomotrices, où l'enfant ici surligne la lettre, donc il trace la lettre avec un crayon. Alors le point commun entre ces 2 types d'exploration kinesthésique, c'est que dans tous les deux, l'enfant doit réaliser une action motrice sur la forme de la lettre. La différence est que dans l'exploration motrice, finalement, comme l'enfant il trace, il a un feedback visuel sur ce qu'il est en train de faire, sur son tracé. Et donc, il peut moduler et adapter son tracé. Ça va favoriser la coordination œil-main et l'intégration du geste graphique à proprement parler. Alors finalement, la multisensorialité est au cœur de certaines méthodes en pédagogie et par exemple, la méthode Montessori est une méthode où la multisensorialité est fortement présente. Donc c'est une méthode qui vise le développement de l'enfant en général et des apprentissages scolaires au-delà de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les caractéristiques générales de cette méthode sont que l'enfant, il est acteur et il est autonome dans ses apprentissages. Donc, il y a un choix libre de l'activité. Il s'engage dans une séquence et il doit mener la séquence, par contre, jusqu'à terme pour passer après à une autre activité. L'environnement est extrêmement structuré, donc que ce soit au niveau de l'espace classe, qui est fortement pensé. Les travaux sont proposés en petits groupes. Les activités sont extrêmement variées et surtout, la présentation, elle est ludique. La multisensorialité est donc au cœur des apprentissages. Et comment ça se passe concrètement ? Finalement, on fait varier les caractéristiques du matériel, que ce soit sur la couleur, le poids, la forme, la texture, la taille, le son, les odeurs, la température. Et finalement, ce sont ces contrastes qui vont capter l'attention de l'enfant sur ce matériel et lui permettre de se représenter l'environnement. Alors, par exemple, ici, l'enfant est dans une activité sensorielle, donc, où il y a la vision qui est impliquée et également la kinesthésie. Donc ici, il découvre des formes géométriques et ça favorise notamment la sensibilisation de l'enfant aux couleurs, aux propriétés de forme et de taille qui sont également impliquées en connaissance de l'être ultérieurement. Alors, est-ce que cette méthode Montessori est effectivement efficace ? Donc, dans cette étude, il compare 3 types de classes. Alors, des classes qu'ils ont appelées classes classiques Montessori. Alors ici, les enseignants suivent de manière stricte la méthode Montessori. Un groupe Montessori modifié, c'est-à-dire les enseignants utilisent que certaines caractéristiques de cette méthode. Et ensuite, une 3e catégorie de classe où on utilise une méthode conventionnelle d'apprentissage de la lecture.
Comme vous pouvez le constater, donc, est représenté ici les améliorations en lecture. Effectivement, les 3 groupes progressent, mais cette progression est significativement plus importante lorsque les classes suivent la méthode Montessori, mais dans son intégralité. Pas de différence est observée entre les 2 autres groupes, ce qui signifie que oui, la méthode Montessori est efficace. En revanche, elle est efficace parce que rien n'est laissé au hasard dans la création des séquences pédagogiques et du matériel sensoriel qui est proposé. Alors, comme vous avez pu le constater avec l'exemple sur la manipulation des formes géométriques, finalement, l'exploration kinesthésique précéderait les activités sur lire et écrire. Donc la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que cette caractéristique spécifique de cette méthode, qui est la multisensorialité, est-ce que ça favorise l'apprentissage de la lecture? Alors, tout d'abord, durant ces 15 dernières années, des chercheurs se sont intéressés à cette question et ont examiné la relation entre exploration haptique et lecture. Donc ça a été abordé d'ailleurs durant la conférence hier du professeur Gintas. Ils observent notamment une amélioration avec les 2 groupes d'entraînement. Donc effectivement une amélioration pour le groupe qui bénéficie d'une exploration audio et visuelle, mais la progression est plus importante lorsque l'enfant bénéficie de l'exploration haptique. Alors, l'exploration haptique est également efficace sur d'autres compétences, donc notamment la fluence. Donc, dans ce type de travaux, on mesure la qualité du tracé, notamment. Donc, les enfants ici... Je l'ai défini tout à l'heure, c'est un toucher actif de la forme de la lettre. Donc, l'enfant touche la lettre avec son doigt. Non, mais pas de problème. Donc ici, il trace la lettre sur une tablette graphique et on enregistre des paramètres dynamiques du tracé, tels que la vitesse, le temps que l'on écrit. Et là, si vous prenez des notes, vous voyez qu'un scripteur expert, vous écrivez rapidement. Donc l'idée, c'est de voir est-ce que l'haptique va favoriser justement cette maîtrise graphique. Et effectivement, l'exploration haptique permet d'améliorer la fluence, mais également la qualité de la lettre. C'est-à-dire qu'on vous voyez ici que la lisibilité est meilleure après l'exploration haptique qu'avant. Cela améliore également les connaissances précoces dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à manipuler les sons et la connaissance des lettres, qui sont des bases pour apprendre à lire. Et notamment, c'est efficace auprès d'enfants à risque de difficultés en lecture. Donc, ici, ce sont des enfants à l'époque de ZEP, d'accord, qui étaient testés ici. Alors, étant donné qu'on a distingué 2 types d'exploration kinesthésique, l'objectif, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des différences d'effet entre ces 2 types d'exploration. Alors, dans cette étude, on compare une exploration haptique avec une exploration graphomotrice. Alors, on entraîne 10 consonnes, elles sont présentées en cursive, et on sait que la fréquence est extrêmement importante pour obtenir une amélioration. Donc ici, 5 séances sont proposées, 2 lettres par séance et 25 minutes par séance. Alors, un dispositif classique avec un pré-test pour avoir le niveau préalable des enfants et bien évaluer leur progression. Ils sont répartis donc dans 2 groupes, un groupe haptique et un groupe graphomoteur. Les 2 groupes bénéficient d'une exploration auditive de la forme de la lettre. Par exemple, ici, on lui dit c'est la lettre P que l'on écrit au début du mot pomme, donc il doit extraire de manière implicite le son de la lettre. Les 2 groupes explorent aussi de manière visuelle la forme des lettres et ils diffèrent sur l'exploration kinesthésique. Le groupe haptique va toucher la lettre donc avec son doigt. Donc ici, c'est une lettre en mousse creusée. Donc il met son doigt dans le rail et il explore la lettre. Ou il va surligner la lettre dans le second groupe. Les enfants réalisent un premier post-test pour évaluer l'impact direct de l'entraînement. Et un second post-test pour voir est-ce qu'il y a bien un maintien des connaissances en mémoire à long terme. Alors, les résultats indiquent effectivement une progression avec les 2 groupes, mais des performances similaires entre les 2 types d'exploration après les entraînements. Et à moyen terme, on s'aperçoit que l'exploration graphomotrice favorise la production écrite davantage que l'exploration haptique.
Alors, pour synthétiser les résultats, finalement, l'exploration haptique et l'exploration graphomotrice sont efficaces en lecture et en écriture, et sur les compétences associées à la lecture et à l'écriture, donc la fluence, la qualité et les connaissances précoces. Mais on a vu qu'on avait un effet plus important sur la production écrite de mots avec l'exploration kinesthésique graphomotrice. Ça paraît un petit peu logique, parce que d'une part, pour produire à l'écrit un mot, j'ai besoin non seulement d'utiliser les connexions écrit-orales, mais j'ai aussi besoin de tracer la lettre à proprement parler. Or, le geste graphique, il est appris de manière directe avec l'exploration kinesthésique et il ne l'est pas complètement avec l'exploration haptique. Donc ça dépend finalement de l'activité, de l'issue pédagogique que l'on souhaite. On propose du coup l'exploration en conséquence. Donc une efficacité dans l'ensemble de l'haptique et de la graphomotricité qui suggère finalement l'importance de l'action motrice en général pour se représenter l'environnement. Donc, cela rejoint une conception qui s'est développée ces dernières années, donc, qui est le courant de pensée de la cognition incarnée. Ce courant tente d'expliquer l'ensemble du fonctionnement cognitif. Alors, ça touche l'ensemble du domaine de l'éducation, ça peut être en lecture, en écriture, mais aussi sur le développement des connaissances des objets ou du nombre également. Alors, cette théorie postule que l'émergence des connaissances s'effectuerait grâce finalement à l'interaction entre le sujet et l'environnement. Dans cette théorie, la pensée ne serait pas déconnectée du corps, c'est-à-dire pour me représenter l'environnement, le sujet doit agir sur celui-ci et l'environnement va façonner le sujet en retour. Et donc, ces connaissances que je me serais construites vont finalement impacter sur la fois suivante la manière dont je vais explorer l'environnement. Et bien évidemment, la façon dont le sujet va explorer l'environnement va dépendre de son niveau de développement et de ses caractéristiques propres. Alors, dans le courant de la cognition incarnée, on n'est pas dans une conception modulaire du fonctionnement, mais on prend plutôt en compte que une caractéristique importante du fonctionnement du cerveau, qu'on est sur un réseau neuronal qui est interconnecté. Donc finalement, dans cette conception, les connaissances seraient finalement représentées par des propriétés qui seraient distribuées sur l'ensemble de ce réseau neuronal et dans les aires cérébrales correspondantes. Alors, dans le cas de la connaissance des lettres, les propriétés perceptives relatives donc à la vision et à l'audition seraient représentées sur les aires correspondantes. On aurait également les propriétés motrices relatives à l'exploration tracée au doigt ou tracée au stylo qui serait représenté en aire prémotrice également. Et finalement, qu'est-ce qui expliquerait finalement que j'ai de meilleures performances lorsque j'ai de la motricité que lorsque j'en ai pas? Mais parce que tout simplement, lorsque je suis en contact avec une information visuelle, je vais avoir la propriété visuelle qui va s'activer en mémoire. Mais comme une des qualités du cerveau, c'est cette interconnexion, je vais avoir une diffusion de l'activation sur les autres, qui vont me permettre d'activer les autres propriétés associées à cette connaissance en mémoire, et dont les propriétés motrices si je les ai eues, et elles vont être simulées sous forme d'image mentale. Donc en résumé, plus ma trace mnésique est riche, plus elle comporte de propriétés, meilleure sera la performance que je vais observer, puisque l'ensemble de ces propriétés vont s'activer au-delà de celles avec laquelle je suis directement en interaction. Puisqu'ici, finalement, j'ai du visuel. Pourquoi je n'activerai pas uniquement le visuel? Non, si j'ai une meilleure performance parce que j'ai de la motricité, j'ai également cette propriété motrice qui s'active. Alors, l'apprentissage multisensoriel est une voie pour lutter contre les difficultés scolaires. Alors ici, on a vraiment proposé un petit panorama en termes de prévention des difficultés. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des travaux en remédiation auprès de pathologies qui montrent des résultats similaires, notamment par exemple auprès de patients alexiques qui ont perdu la capacité à identifier les mots.
Et ce type de recherche est vraiment une illustration de la relation bidirectionnelle entre pédagogie et recherche, où finalement des questions pertinentes d'enseignants vont donner naissance à une problématique de recherche, et les travaux de recherche fondamentale qui vont proposer un éclairage sur la compréhension de ce phénomène-là. Voilà, merci de votre attention. Bonjour, c'est une question pour Hélène Labat. Enfin, deux questions même. La première, c'est juste une question de précision. Dans les conditions exploration haptique et graphomotrice, est-ce que l'ordre d'exploration de la lettre ou de reproduction de la lettre était imposé aux enfants? Et juste l'autre question, finalement, une des explications que vous donnez, c'est on propose quelque chose en plus. On a le visuel, on a l'auditif, et on a aussi l'haptique, le toucher, le moteur. Et vous avez très bien expliqué que la lecture, c'est acquérir des aptitudes unisensorielles dans un premier temps, auditives d'une part, visuelles d'autre part, et ensuite intégrer ces différentes dimension sensorielle. Et donc la question qu'on peut se poser aussi, c'est que rajouter de l'haptique, du toucher, permet aussi de travailler sur... il n'y a pas qu'un sens, il y a plusieurs sens, et ces sens doivent être intégrés. Donc finalement, est-ce que c'est juste donner quelque chose en plus, ou est-ce que c'est déjà apprendre aux enfants à faire le lien entre les différentes dimensions sensorielles? Alors pour la première question, je vais reformuler pour voir si j'ai bien compris la question. Est-ce que c'est en termes de consignes d'exploration sur la forme de la lettre, c'est ça? Voilà, dans le sens conventionnel du code écrit. Alors oui, effectivement, en général, dans ce type de protocole, on essaye d'être en adéquation avec ce qui est proposé à l'école. Hein. Donc, comme vous l'avez, enfin, je n'ai pas assez insisté, mais au cœur des lettres, il y a un point rouge et un point vert, et puis l'enfant, il a le point de départ, le point d'arrivée, et des consignes vraiment d'exploration sur le tracé. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, c'est un élément extrêmement important déjà pour apprendre la forme des lettres et les connecter. Donc en fait, j'ai fait une petite synthèse du papier de 2011, mais il y a une variable supplémentaire qui est manipulée, qui est effectivement présence-absence de consignes d'exploration, et qui montre en fait que sur le court terme, donc juste après l'entraînement, les deux groupes qu'on a là, c'est eux qui bénéficient des consignes d'exploration. Il y en a un autre qui n'en bénéficie pas. Il progresse, mais la progression est moindre en fait. Donc oui, ça favorise l'intégration complètement. Oui. Par rapport à la deuxième question, alors oui, c'est effectivement un grand débat. Donc il y a plusieurs possibilités, d'après ce que j'en sais. Hein. Alors il y en a qui pensent que la motricité, ça... Alors, d'ailleurs, c'est les travaux du professeur Gintaz qui dit en gros que l'audition favorise un traitement séquentiel, la vision favorise un traitement global, et que l'haptique, finalement, comme il y aurait deux procédures exploratoires qui seraient impliquées, d'une part, je peux prendre la lettre en mousse dans ma main, j'ai un traitement global, comme la vision, du coup. Je peux faire une analyse séquentielle de la forme de la lettre. Donc là, j'ai une analyse séquentielle. Et que du coup, comme il y a les deux types de traitements qui sont impliqués à la fois en vision et en audition, ça favoriserait la fusion de l'audiovisuel. Donc il y aurait ce type d'explication qui serait proposé. Après, en mémoire, effectivement, on est plus en termes d'intégration multisensorielle. Donc il y aurait vraiment une unité qui s'effectuerait... ce serait une représentation indissociable au niveau sensoriel à un moment donné qui s'effectuerait. Donc voilà, il y a différents... voilà. Mais dans l'ensemble, à l'heure actuelle, ce qui a été vraiment avancé, c'est que ça renforcerait les liens, ça favoriserait l'intégration audiovisuelle. Voilà. Merci. Bonjour, moi j'ai une question sur la cible des expériences. Vous avez parlé de jeunes enfants et puis des patients alexiques. Est-ce que ça pourrait marcher aussi pour ces 12 à 20% qui, à 8 ans, ne savent... Enfin, qui ont des difficultés de lecture plus tard, quoi. Est-ce que c'est encore possible ?
Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, il y aurait effectivement des caractéristiques sensorielles propres à chaque modalité. Et il semblerait qu'à partir de 6 ans, il y ait des petites différences qui s'effectuent, où effectivement la motricité, mais dans le cadre de tout venant, hein, qu'on soit bien, où effectivement l'haptique n'aurait peut-être plus cet apport aussi fort chez le tout venant par rapport aux enfants. Enfin voilà. En revanche, chez les enfants en difficulté, où du coup il y a un décalage dans le temps, dans les acquisitions, c'est effectivement chez les enfants vraiment en difficulté, c'est intéressant. Mais là, ils ont 8 ans, donc c'est déjà pas mal avancé. Il existe d'autres types d'aides à l'apprentissage pour ces enfants-là, par exemple des aides graphosyllabiques, aux entraînements graphosyllabiques, donc sur des unités un petit peu plus larges que le graphème. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a la plasticité cérébrale. Donc, c'est intéressant de multiplier les voies d'accès à l'information en mémoire. Bonjour, merci pour vos interventions. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Pour la première intervention, je me demandais si l'effet de nouveauté pouvait jouer aussi. Enfin, c'est des produits qui sont nouveaux, donc est-ce qu'on peut imaginer que dans 50 ans, il y aurait toujours le même effet? Et puis la deuxième question par rapport à la méthode Montessori, je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites pour des personnes touchées par des maladies neurodégénératives, type Alzheimer, et que la méthode Montessori a été adaptée pour ces personnes. Est-ce que, enfin, de quelle manière? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Merci. Merci pour votre question. Alors, par rapport à la première, sur l'effet de nouveauté, j'ai envie de répondre oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, sur les écrans vidéo, on se rend compte que la vidéo, maintenant, des écrans en magasin, je suis sûr que vous en avez vu, hein, dans des grandes surfaces de bricolage, en grande surface également, c'est quelque chose de commun, des petits écrans, on vous explique comment ça marche. L'effet de nouveauté, ça fait un moment que ça existe. Et là, l'effet de nouveauté, vu que ça existe depuis un moment, on peut dire que c'est pas vraiment nouveau. Par contre, ça marche. À la différence près que quand on a une vidéo dans un magasin qui tourne en boucle, surtout si l'espace est relativement réduit, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça ne va plus marcher pour une raison très simple, c'est que le vendeur va en avoir marre de cette musique ou des paroles qui tournent en boucle et va débrancher la prise. Et donc, on va perdre de l'effet de la vidéo. Ensuite, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec un écran tactile, notamment. Alors, bien entendu, c'est certain, il y a un effet de nouveauté. Et pour ça, pour avoir interrogé certains vendeurs, je leur disais, on se rend compte que le vendeur achète ce présentoir-là avec les produits à l'intérieur par rapport à l'écran tactile. Parce qu'il se dit que ça va donner une valeur ajoutée au produit, parce que l'écran tactile peut représenter un vendeur muet, mais également, ça va attirer peut-être certaines personnes et apporter un élément concurrentiel par rapport soit à d'autres magasins, soit à d'autres marques. Donc là, l'effet de nouveauté y joue. Et ensuite, on se rend compte que quand même l'importance du vendeur est importante, puisque lui, investissant dans un présentoir qui pour un magasin représente quand même une certaine somme, ensuite va vendre les produits, je ne vais pas dire un peu plus volontiers, mais de manière plus spontanée pour rentabiliser son achat. Donc c'est une question qu'on pourra se poser dans quelques années. En tout cas, l'importance du toucher, ça fait depuis les années 1930 qu'on le met en évidence, et le toucher a une importance sur les comportements, c'est certain. Alors, moi, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Donc, je ne connais pas ces travaux parce que vraiment, voilà, la question du vieillissement, c'est d'autres problématiques. Donc, étant donné que Alzheimer, enfin voilà, il faudrait ça. Enfin, pour répondre davantage, il faudrait que je sache dans quel cadre en fait ces travaux ils ont fait. C'est sur l'apprentissage de la lecture ou c'est de la motricité sur la mémorisation au quotidien d'événements? Parce que bon, dans Alzheimer, c'est il y a un déficit de la mémoire à court terme, l'intégration de ces informations en mémoire à long terme.
Donc effectivement, si c'est ce type de choses, je pense qu'effectivement l'action peut favoriser la mémorisation des informations. Après, en termes enfin voilà, mais normalement, enfin s'ils ont appris l'apprentissage de la lecture avant, il ne devrait pas y avoir dans le cas d'Alzheimer vraiment de déficit enfin, du moins au début là-dessus, quoi. Voilà, donc il y a encore 2 personnes qui voudraient poser des questions. Je vous demande des questions courtes, s'il vous plaît. Merci à vous deux. Monsieur le grand manipulateur, j'aimerais vous poser une question, parce que c'est de la manipulation finalement. Oui, c'est de la manipulation, mais je ne m'y oppose pas. Vous vous dites que c'est le toucher. Est-ce que vous croyez que si on avait une interactivité tout simplement au niveau de la parole, c'est-à-dire on disait, bon, bah écoutez, voilà, comment trouvez-vous ce produit, etc. Voilà, interactivité parole et interactivité gustative après, c'est-à-dire goûter le produit. Je pense qu'on aurait les mêmes résultats. C'est-à-dire que vous parlez du toucher. Moi, j'aurais tendance à parler comme madame de la multisensorialité. Merci. Alors, pour répondre rapidement, je vous invite à lire un livre très bien fait qui est de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois qui s'appelle « Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens », vous verrez. Et puis bon, ça permet peut-être de se prévenir de tels manipulateurs pour faire écho à ce que vous disiez au début. Alors, je vais revenir rapidement sur le, sur le toucher, sur la parole. Je vais pour ça donner un exemple que j'ai pu donner il y a quelques jours. On est aux États-Unis. Il y a une personne qui sort d'une cabine téléphonique et qui laisse quelques pièces. L'expérimentateur en laisse quelques pièces et part. Un sujet arrive, passe un coup de téléphone, et l'expérimentateur, au moment où le sujet sort, l'expérimentateur arrive et dit « Écoutez, je suis vraiment désolé, il me semble que j'ai oublié quelques pièces de monnaie, c'est vraiment important pour moi de les récupérer. » Dans ce cas-là, 63% des personnes acceptent de rendre l'argent. Par contre, quand on est en situation de toucher, exactement la même situation, à une différence près. C'est-à-dire que la personne va dire « Écoutez, je suis vraiment embêté, est-ce que vous auriez vu mon argent, c'est vraiment important pour moi. » Et vous avez vu, ce que j'ai fait, c'est qu'elle touche la personne pendant 2 secondes sur le bras. On passe de 63% à 93% des personnes qui donnent de l'argent. D'où les... Ça l'est. C'est vrai qu'il y a une notion de lien affectif à l'intérieur, hein, c'est certain. Hein, il y a une notion de lien affectif. Et concernant le goût, il existe des études faites par rapport au goût, mais rentrer dans ce détail-là, on verserait sur notre penchant. Merci. Mon intervention était pareille à celle de la dame précédente, où je voulais mettre la distinction entre le toucher d'une matière inerte, comme le verre d'un objet tactile, ou le toucher relationnel de parce qu'on touche une autre personne. Ce serait quand même intéressant de pouvoir comparer ces 2 études, ou en tout cas de les faire. Et alors, je voudrais avoir quand même une précision par rapport à votre intervention. Vous parliez au niveau du sens du mouvement ou dans les interventions au niveau Montessori. Vous avez parlé de la couleur. Alors, je voudrais faire le lien entre la couleur et le sens du mouvement, enfin le kinesthésique. Pas forcément en soi. C'est juste qu'à l'école, souvent les enseignants utilisent en fait ce code couleur partant du point rouge jusqu'au point vert ou vice-versa avec des flèches. Donc c'est vraiment aussi pour rester dans des choses assez proches qu'ils auront en classe pour que ça fasse quand même résonance ce qu'ils voient au quotidien. Voilà, c'est pour baliser un petit peu l'apprentissage. Après, chez Montessori, il y a effectivement la couleur. Là, c'était vraiment l'exemple pour les formes géométriques, pour dire voilà, il y avait aussi cette petite chose qui était travaillée au niveau de la couleur. Mais au début, quand on leur introduit les lettres dans la méthode Montessori, il y a des couleurs qui sont associées aux consonnes et aux voyelles déjà. Pour arriver à distinguer consonnes-voyelles, elles sont présentées dans 2 couleurs en fait, distinctes. Il y a un petit peu cette interface-là qui est proposée au départ avant de s'axer plus précisément sur la forme de chacune.
Voilà, Oui. je sais pas si Mais vous là, comprenez. le code de la couleur n'est pas traduit par une modification au niveau du toucher ou du kinesthésique. On pourrait imaginer que les couleurs plus chaudes soient plus en relief et que les couleurs plus froides soient plus en plane. Il n'y a pas cette intervention kinesthésique par rapport à la En tout cas, il n'y avait couleur. pas cette intentionnalité. Là, c'était juste vraiment pour rester dans d'accord. quelque chose d'assez proche. Puis pour quelque chose aussi dans l'environnement. Par exemple, les panneaux stop, c'est en rouge, pour qu'il y ait un écho, pour que l'enfant il comprenne ce qu'on attend de lui. Après, pour aller peut-être un peu plus loin, je ne sais pas si c'est ça que... La question de l'émotion dans les apprentissages, effectivement, elle peut avoir une part extrêmement importante. Ça peut passer notamment par la manipulation des couleurs ou des mots qu'on peut proposer, valence positive, valence neutre, etc. Donc oui, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais actuellement, il n'y a pas trop de travaux sur ces questions-là, justement chez le jeune enfant. Il y a plus des choses qui sont faites chez les adultes. Et même chez les enfants, en termes de, par exemple, d'émotions qui vont associer à un mot, il y a beaucoup de variations selon les âges, en fait. Donc, à un âge, ça peut être un mot positif pour eux, et l'année d'après, c'est un mot qui a une valence. Il y a des études qui montrent cela, donc voilà. Donc, du C'est coup, toute l'influence du socioculturel, hein, évidemment. aussi, certainement, il y a une forte influence de l'environnement là-dessus, effectivement. Mais votre intervention, on parle des outils qui permettent à l'enfant de pouvoir entrer facilement, ou en tout cas de façon la plus intéressante possible dans la lecture. Mais je pense que le grand élément, c'est le goût pour le faire. J'ai 3 enfants et je crois que je leur ai donné les outils qu'il leur fallait pour apprendre. Mes 2 fils ne sont pas très intéressés par la lecture. Par contre, ma fille la dévore. Donc, voilà. Il faut leur donner les outils, mais je crois qu'il y a quand même un élément essentiel, c'est est-ce que j'y trouve du plaisir ? Oui, bien sûr, la motivation intrinsèque est fondamentale pour s'inscrire dans un apprentissage, c'est évidemment très important. Après, d'où le fait que Montessori et les entraînements qui ont été proposés avec des procédures un peu plus standardisées proposent quand même un matériel un peu ludique à l'enfant et qui puisse quand même l'encourager à s'inscrire dans cette tâche-là. Mais je suis d'accord avec vous que, et notamment dans le cas de pathologie, c'est une variable qui est extrêmement importante de trouver, de capter l'attention de la personne. Et puis on est tous différents un petit peu à ce niveau-là, effectivement. Voilà, on va s'arrêter là pour cette séquence. Merci beaucoup, Hélène Abba et Nicolas Butafoli.